Stefan Zweig, le joueur d'échecs, partie 1. Sur le vaste paquebot qui à minuit devait quitter New York à destination de Buenos Aires, régnait l'activité et l'agitation caractéristiques des derniers moments. Des gens qui ne partaient pas, montaient à bord pour accompagner des amis, se bousculaient à qui mieux, des gens télégraphistes, la cassette sur l'oreille, parcouraient des salons en criant des noms à tue-tête. On avançait en traînant des valises et des fleurs. Des enfants curieux montaient et descendaient les escaliers. Et pendant ce temps, l'orchestre imperturbable jouait pour accompagner le Death Snow. Un peu à l'écart de cette cohue, je causais sur le pont promenade avec quelqu'un que je connaissais. Quand soudain, 2 ou 3 éclairs de magnésium fusèrent à côté de nous. Apparemment, une célébrité venait, juste avant le départ, de se faire encore vite interviewer et photographier par les reporters. Mon ami jeta un coup d'œil et sourit. Vous avez Centovic à votre bord, un oiseau rare. Et comme je le regardais d'un air plutôt interloqué en entendant ces mots, il ajouta en guise d'explication. Mirko Skandovic, le champion du monde des échecs, il vient de sillonner l'Amérique d'est en ouest, en disputant des tournois partout. Et il part à présent remporter de nouveaux triomphes en Argentine. Je me souviens alors de ce jeune champion, et même de certains détails de sa fulgurante carrière. Mon ami, qui lisait les journaux plus attentivement que moi, put compléter par toute une série d'anecdotes. Selon un an plus tôt, Zentovic s'était hissé d'un seul coup au niveau des maîtres. Jusqu'à alors, les plus reconnus des échecs, comme Alekhine, Capablanca, Tartakowe, Lasker, Bigojubov. Depuis l'apparition de Revsky, l'enfant prodige de 7 ans, au tournoi d'échecs de New York en 1922. L'irruption d'un parfait inconnu n'avait encore jamais à ce point défrayé la chronique dans cette glorieuse confrérie. Car, a priori, les facultés intellectuelles de Skandovic ne semblaient absolument pas lui permettre une carrière aussi éblouissante. D'abord tenue discrète, une information ne tarda pas à filtrer. Dans sa vie privée, ce champion d'échecs était incapable d'écrire la moindre phrase sans faute d'orthographe. Dans quelque langue que ce fût, et selon la raillerie furibonde, l'un de ses collègues exaspérés. Son inculture atteigna la même universalité dans tous les domaines. Fils d'un très pauvre batelier yougoslave du Danube, dont la barque minuscule avait été naufragée une nuit par une péniche chargée de blé, le garçon alors âgé de 12 ans avait été charitablement recueilli, après la mort de son père, par le curé de son village, reculé. Et le bon prêtre se donna beaucoup de mal, en l'instruisant à la maison, pour faire acquérir à cet enfant au large front, mais taciturne et apactique, ce qui n'arrivait pas à apprendre à l'école du village. Tous ses efforts furent pourtant vains. Mirko fixait toujours un regard ébahi ces caractères qu'on lui avait 100 fois expliqués. Son cerveau, qui travaillait à grande peine, n'avait pas la force de mémoriser même les leçons les plus élémentaires. À 14 ans révolus, il lui fallait encore s'aider de ses doigts quand il faisait un calcul mental. Et lire un livre ou un journal continue à présenter un réel effort pour ce garçon déjà adolescent. On ne pouvait pas dire cependant que Mirko fût mal disposé ou rebelle. Il exécutait docilement les ordres qu'on lui donnait. Il allait puiser de l'eau, fendait du bois, aidait aux travaux des champs, débarrassait les cuisines,
quoique avec une lenteur irritante, qu'acquittait consciencieusement de tous les services qu'on lui demandait. Mais le plus contrariant, pour le bon curé, était la totale indifférence de ce garçon déconcertant. Il ne faisait rien sans y avoir été explicitement invité. Ne posait jamais la moindre question, ne jouait pas avec les autres garçons, et ne se lançait de lui-même dans aucune activité, sauf si on l'avait formellement donné l'ordre. Dès qu'il avait accompli les tâches habituelles du ménage, Mirko restait assis dans une salle, immobile, avec le regard vide, qu'ont les moutons dans une pâture, et sans manifester le moindre intérêt pour tout ce qui se passait autour de lui. Le soir, pendant que le curé, en fumant sa pipe rustique, jouait ses 3 parties d'échecs avec le brigadier de la gendarmerie, ce garçon aux cheveux blonds restait là sans un mot, assis à côté d'eux, et de ses cheveux apparemment ensommeillés et indifférents sous ses lourdes paupières. Il fixait les cases de l'échiquier. Un soir d'hiver, tandis que les 2 partenaires étaient plongés dans leur partie habituelle, on entendit tinter de plus en plus fort dans la rue du village les clochettes d'un traîneau qui approchait à vive allure. Son bonnet poudré de neige, un paysan entra bientôt d'un pas lourd. Sa vieille mère se mourait. Le curé avait-il avoir l'obligeance de venir au plus vite pour l'administrer l'extrême onction? Sans hésiter, le prêtre le suivit. Le brigadier, qui n'avait pas encore fini son verre de bière, bourra et ralluma sa pipe avant de s'en aller. Il se préparait à enfiler ses lourdes bottes à tige quand il fut frappé par le regard concentré de Mirko, braqué sur l'échiquier et sur la partie commencée. « Eh bien, tu veux la terminer ?» lui lança-t-il en blaguant, parfaitement convaincu que le garçon léthargique ne saurait pas déplacer une seule pièce de l'échiquier sans se tromper. Le jeune homme leva timidement les yeux, puis lui fit signe que oui et s'assit à la place du curé. 14 coups plus tard, le brigadier était battu. On devait en outre admettre que sa défaite n'était nullement due à une étourderie ou à une négligence. La deuxième partie se termina de la même façon. « C'est l'âne de Baham !» s'écria le curé stupéfait quand il revint. Et il expliqua au brigadier, moins bon connaisseur de la Bible que lui, qu'un miracle du même genre avait eu lieu 2000 ans plus tôt. Une créature qui ne parlait pas s'était soudain mise à parler comme un sage. Malgré l'heure avancée, le curé ne put s'empêcher d'inviter son pupille presque analphabète à disputer un duel avec lui. Mirko le battit, lui aussi, aisément. Il avait une façon acharnée, lente, inébranlable, de jouer sans relever même un instant son large front penché sur l'échiquier. Mais jouer avec une incontestable sûreté. Ni le brigadier, ni le curé ne furent capables, dans les jours suivants, de gagner une seule partie contre lui. Le curé, qui connaissait mieux que personne l'esprit en général arrêté de son pupille, devint réellement curieux de voir jusqu'à quel point singulier talent dans ce domaine exclusif résistait à une épreuve plus sérieuse. Après avoir fait couper par le barbier du village la tignasse toute blonde de Mirko, pour le rendre un tant soit plus présentable, il l'emmena dans son traîneau jusqu'à la petite ville voisine où il savait que dans un coin de café de la grande place se réunissaient les joueurs passionnés d'échecs, dont il avait lui-même éprouvé la supériorité. Le cercle des habitués ne furent pas peu surpris quand le curé introduisit dans la salle de café ce blondinet de 15 ans, aux joues rouges, dans sa peau de mouton retournée de ses lourdes bottes à tige. Le garçon resta là, ébahi, debout dans un coin, les yeux baissés, jusqu'à ce que l'on l'appelle à l'une des tables d'échecs. À la première partie, Mirko fut battu, car il n'avait jamais vu d'ouverture sicilienne.
chez le curé. À la deuxième partie déjà, disputé contre le meilleur des joueurs, ce fut un Pat. Et dès la troisième et la quatrième partie, il les battit tous, les uns après les autres. La suite à la partie 2.